C'est un jour de juin superbe. L'été annonce son arrivée prochaine avec un ciel bleu d'azur, parfait pour ce qui m'attend. Nous prenons le petit déjeuner avec Jenny et Lucas, notre fils de 7 ans. Mon père attentif à son éducation, je lui répète inlassablement comme chaque matin « Lucas, lève ton bras quand tu manges, tu as le dos rond. Je te préviens, c'est la dernière fois. » Il me regarde avec son air de chien battu et obtempère. « C'est pas pour t'embêter que je te dis ça, c'est pour ta colonne vertébrale, tu me remercieras plus tard. » Il avale son bol de chocolat et puis me demande « Moi aussi, pas quand je serai grand, je pourrais faire l'épervier ?» Mais oui, bonhomme, si tu travailles bien à l'école, allez, file. À son soupir, je suppose qu'il imagine les années studieuses que ma réponse implique de sa part, mais il passe son cartable sur le dos et nous embrasse avant de rejoindre le groupe scolaire qui est à 300 mètres. C'est la première année qu'il s'y rend seul, ce qui l'a conforté dans l'idée qu'il est devenu un grand. Quand il est parti, je débarrasse la table et Jenny range les bols et les couverts dans le lave-vaisselle. Je sens que quelque chose la chagrine. Je la tire contre moi et l'enlace, attitude protectrice qu'elle affectionne particulièrement. « Allez chérie, ne t'inquiète pas, tout se passera bien. »« Je sais, mais c'est plus fort que moi. »« Tu es sûr que tu ne veux pas venir ?»« Ah ben non alors, je serais trop angoissé. »« Mais Gilles est un pro, il n'y a rien à craindre. » Enfin, encore heureux. Bon allez, je me sauve. Je dépose un tendre baiser sur les lèvres et lui caresse la joue. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. J'efface la tristesse de son sourire en l'imitant à la manière d'un clown empathique et comme d'habitude, elle éclate de rire. Je te préfère comme ça. Nouveau baiser. Puis, j'y vais. Je serai de retour en début d'après-midi. Au volant de ma voiture, je ne peux m'ôter de l'esprit l'échange que je viens d'avoir avec Jenny. J'admets que son angoisse est légitime, mais je suis persuadé qu'il n'y a aucune raison. Aucune. Un quart d'heure plus tard, j'aperçois le bâtiment et la piste de l'aérodrome. Assis sur le plancher de l'avion de tourisme dévolu au parachutisme, les jambes dans le vide avec une légère appréhension logique et nécessaire pour apprécier le spectacle, j'observe le relief terrestre 3500 mètres sous la carlingue. Ce n'est pas ma première chute libre, mais c'est la première en solo, avec une descente de 2000 mètres avant l'ouverture de la voilure. Gilles, mon moniteur et ami qui m'accompagne, m'a préparé physiquement et psychologiquement à cette expérience et, pour la circonstance, doit sauter juste après moi, une caméra fixée à son casque pour immortaliser mon exploit. Il est à genoux à mes côtés et attend le signal du pilote. Lorsqu'il l'obtient, il lance avec les doigts le compte à rebours fatal. 5, 4, 3, 2, 1, go! Sans réfléchir, je donne une impulsion avec mes mains qui me propulse hors de l'avion et comme je l'ai appris, j'adopte aussitôt la position adéquate pour offrir le plus de résistance possible à l'air. Aussitôt, j'ai la sensation de planer. Bien qu'en 10 secondes, la vitesse atteigne les 200 km/h, cette posture va me faire vivre une chute d'environ 40 secondes avant l'ouverture du parachute, suivie d'une descente approximative de 5 à 6 minutes sous voile, à 20 km/h. L'impression de liberté à cet instant est totale, comme une sorte d'ivresse à maîtriser l'espace. La dégringolade est vertigineuse, elle me plaque l'air contre mon corps et me donne l'illusion de flotter pour l'éternité. Je suis un épervier. Heureusement, les chiffres de mon altimètre fixés à mon poignet me ramènent à la réalité. 2800 mètres, 2600, 2400, encore 900 mètres de bonheur, 2200, 2000, plus que 10 secondes de rêve, 1800, 1600, 1500, fin d'un pied monumental. Je tire sur l'extracteur d'ouverture de mon parachute et j'entends aussitôt le chuintement de sa délivrance. Mais pas le claquement habituel, lié au gonflement de la voile rectangulaire, censé ralentir ma chute. Je lève la tête
et en comprend la cause. Là-haut, tout au bout des suspentes tendues, la voilure est bloquée dans le sac. Et je file toujours à 200 km/h. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Sournoise, une peur viscérale commence à grignoter mon cerveau. Je ne dois pas paniquer. Je parviens rapidement à trouver la poignée pour me libérer de la voile récalcitrante et lancer l'ouverture de mon conteneur de secours. Fébrile, je cherche à tâtons l'anneau sur lequel mes doigts se referment. Tout va très vite, trop vite. Avec toute la force du désespoir liée à ma chute vertigineuse, je tire trop violemment, sans doute, car mon corps pivote d'un demi-tour, et je me retrouve le dos face au sol. La voile de secours s'ouvre d'un coup sec si rapidement qu'elle flotte de façon anarchique sous moi, un laps de temps court mais fatidique. Je la sens se refermer comme un film alimentaire sur mon corps. C'est la comparaison loufoque qui me vient à l'esprit, avec aucune possibilité de m'en dépêtrer. Dans une sorte de lucidité morbide, j'associe malgré moi la toile collée à mon corps à un linceul. Alors que je suis piégé dans cette entrave, une image terrible s'impose. Mon écrasement au sol, que je ne distingue plus, mais qui doit se rapprocher à une vitesse affolante. Je lâche un cri de terreur, mais ma bouche s'ouvre plusieurs fois sans émettre le moindre son, comme celle d'un poisson hors de l'eau. Mon poignet collé contre mes lunettes et les yeux écarquillés d'effroi, je suis le compte à rebours inexorable de l'altimètre. Je franchis la barre des 1000 mètres. 20 secondes à rester en vie. Une sorte de fatalité plombe ma volonté. Quelle dérision! Ce matin, j'ignorais que je voyais ma femme et mon fils pour la dernière fois. La nature humaine est bizarre. Je suis à 20 secondes de ma mort et pourtant un souvenir fugace défile en accéléré sur un écran intérieur illusoire avec, paradoxalement, une vague notion d'arrêt du temps. Et tout cela à cause de ces 3 mots. La dernière fois. La dernière fois. Des mots routiniers, vides de sens, prononcés comme ça, sans réfléchir. Ce souvenir zèbre mon esprit en un millième de seconde. Inexorablement, je sais que le sol vient à ma rencontre. Dans ma tête, je pleure. Comme un gamin. Comme un gamin. J'ai 8 ans. Je suis dans l'épicerie du coin où ma mère m'a envoyé acheter une baguette de pain. Pour la régler, je tends un billet à monsieur Albert l'épicier, puis je m'apprête à quitter le magasin. En passant devant l'étal des fruits de saison, je suis fasciné par le rouge écarlate des pommes lustrées dont la simple vue titille mes papilles. Un coup d'œil vers la caisse, monsieur Albert papote avec une cliente. Il ne fait pas attention à moi, je saisis une pomme et la glisse sous mon aisselle, cachée des regards par mon blouson. Le cœur battant, je quitte l'épicerie, lançant même à la cantonade un « Au revoir, monsieur, dame !» que j'espère innocent et naturel. Je quitte le village en direction de la rivière auprès de laquelle j'ai construit une cabane. Lorsque j'y parviens, j'écarte les branchages qui font office de porte, pénètre à l'intérieur et m'assieds à même le sol, les jambes en tailleur, à l'abri des regards indiscrets. Enfin, je sors le fruit de mon délit, il brille. Il étincelle. Les yeux gourmands, je l'approche de ma bouche et croque à pleines dents plusieurs morceaux qui gonflent mes joues et dont le jus sucré coule sur ma langue. Je commence à les mâcher goulûment, mais soudain, une saveur bizarre m'empêche d'avaler. Elle doit être véreuse, cette pomme. Je me précipite à l'extérieur de la cabane pour tout recracher. Je regarde le fruit entamé, que j'ai gardé dans la main, il est parfaitement sain. C'est à cet instant précis que résonne dans ma tête la voix de mon père. L'honnêteté, c'est ne pas prendre à autrui le fruit de son labeur. Tu dois respecter son travail et tu te respecteras toi-même. Je n'ai plus jamais rien volé de ma vie. Ce fut la première et la dernière fois. Sans doute aussi la dernière fois que je pense à mon père. Comment, au moment de mourir, ces souvenirs peuvent-ils ressurgir?
Même plus envie de consulter mon altimètre pour qu'il m'annonce que ma vie va s'arrêter là. À quoi bon? Instinctivement, j'y jette malgré tout un regard plein d'espoir, comme s'il avait le pouvoir de m'accorder un sursis, d'accomplir un miracle. 400 mètres, la fin est proche, dans quelques secondes tout sera terminé. Dans l'horreur qui me traverse tout le corps, je me surprends à vouloir accélérer cette course avec le destin. L'envie d'y être déjà là, en bas, encastré comme une crêpe dans les entrailles de la terre, pour abréger mon supplice, pour en finir. En une fraction de seconde, tout bascule. Je suis happé et projeté si violemment vers le ciel que je crois perdre conscience un moment. Le temps de reprendre mes esprits, et c'est un choc terrible. Avec une douleur foudroyante dans ma jambe droite. Instant de solitude. Pas longtemps. On me cherche dans mon linceul. Le tissu de la voile est écarté autour de moi, et le visage de Gilles apparaît, inquiet, sur le fond de ciel d'azur. Il me dégage entièrement. Il claudique, mais me décoche malgré tout un magnifique sourire où se lise le soulagement et ce que j'associe à une forme de bonheur. Dans l'incapacité de me relever, le premier mot qui me vient aux lèvres est « Tu boites ?» Une entorse, sûrement. Par contre, toi, vu l'angle de ta jambe, tu as une belle fracture. Alors, je ne suis pas mort? Toi, t'es un rapide. Mais je t'ai rattrapé quand même, me lance-t-il en appuyant sa boutade d'un clin d'œil. C'est là que je réalise. C'est là que je pleure. Pour de bon.